Sandrine. Et on a le plaisir d'accueillir ce matin le secrétaire général à la planification écologique adjoint, Frédéric Glannoy, et que je vais demander de nous rejoindre sur scène et de vous applaudir. Peut-être d'abord bonjour, merci d'être avec nous ici et d'avoir fait le trajet jusqu'au Havre. Peut-être un mot pour vous présenter avant que vous nous disiez ce que vous faites au secrétariat général à la planification écologique. Vous êtes ingénieur des mines et vous êtes un éminent spécialiste des questions environnementales. Vous avez été membre de l'équipe de France, de la Team France pendant la COP 21. Et puis vous avez effectivement aussi une vision très internationale parce que vous avez été en poste dans différents bureaux de la France, notamment à la représentation permanente aux Nations Unies, en Asie, à Taïwan, et je pense que vous avez évidemment beaucoup de choses à nous dire un peu sur cette vision mondiale de la transition. Mais peut-être, pour commencer, qu'est-ce que le SGPE, pour celles et ceux qui ne seraient pas complètement acculturés à ce nouvel organisme qui a maintenant un peu plus d'un an et qui est placé directement auprès de la Première ministre? Je crois comprendre qu'au fond, la vision, c'est de se dire que l'écologie est transverse, et je crois qu'on partage collectivement cette vision ici, que l'écologie, c'est pas que le ministère de l'écologie, que ça doit complètement perler, et qu'au fond, votre rôle, c'est effectivement d'être un agrégateur des politiques, monitorer effectivement les résultats et savoir faire insuffler, perler l'ensemble de la politique environnementale, en fait, dans toutes les autres politiques dans l'interministériel, c'est ça? Eh bien, vous avez un peu tout dit. Bonjour. Ah bon, désolé. Merci. Donc, je suis Frédéric Glannoy, je suis un des secrétaires généraux adjoints de SGPE. Donc, je représente Antoine Pellion, le secrétaire général qui avait d'autres engagements. Le SGPE, effectivement, ça a été créé officiellement par décret l'été il y a un an. En pratique, au 1er septembre 2022, les premiers êtres vivants physiques sont arrivés à la porte de ce qui allait être nos bureaux. Donc, ça a un an. Et effectivement, c'est une structure qui fait partie des services de la Première ministre, mais donc en pratique, c'est une structure rattachée à Matignon, dont le secrétaire général a la double casquette d'être également le chef du pôle vert à Matignon. Donc il est conseiller de la Première ministre d'une part, et d'autre part chef d'une administration qui est le SGPE. Voilà, ce qui est un ancrage très très fort du coup au niveau des décisionnels, ainsi de suite. Et l'idée de tout ça, effectivement, n'est pas de créer un autre ministère de l'Environnement. Et d'ailleurs, je vous remercie pour les mots gentils sur mes compétences, mais on ne prétend pas au SGPE avoir une compétence pointue d'expertise environnementale. Hein, c'est pas le cas. Ça serait un doublon par rapport au ministère et aux agences, aux opérateurs aux scientifiques qui existent. On prétend juste avoir suffisamment de compréhension des choses, des enjeux, pour pouvoir faire travailler les vrais experts. Et donc on est une structure de coordination. L'idée est de mettre autour de la table, faire travailler tous les ministères sur le sujet, effectivement pas que le ministère de l'Environnement, ou même quand c'est des batailles un peu classiques, l'agriculture contre l'environnement, l'environnement contre l'économie, ainsi de suite, de dépasser la manière habituelle d'aborder ça, qui est chacun à sa position, son langage, son discours, les deux étant vraiment très différents, et la Première ministre doit, d'une manière générale, donner raison à l'un ou à l'autre. On remplace ça par une analyse commune que l'on conduit, du coup, avec les contributions de tout le monde, pour être sûr qu'il y ait un diagnostic partagé, une analyse partagée de on est où on doit aller, et du coup, quelles sont les options, une analyse partagée des options. Ensuite, chacun peut défendre l'une ou l'autre option, mais au moins, l'arbitrage est fait sur des meilleures bases. Et ensuite, le suivi, de la mise en œuvre, et ainsi de suite. Mais je vais présenter ça en quelques minutes. Alors justement, dans cette première année d'existence en fait, du SGPE, il y a eu des grands jalons, et notamment la présentation il y a quelques mois d'une feuille de route de décarbonation nationale, ou en tout cas une stratégie de décarbonation. Alors on est évidemment très impatient d'en savoir plus et que vous puissiez nous en dire un mot. Et à l'issue de la table ronde, on aura l'occasion d'échanger, effectivement, de poser toutes les questions que vous souhaitez à notre intervenant. Okay. Merci. J'ai quelque chose pour... Moi j'ai celui-là. Donc pour faire sur le bouton vert. Parfait. Ok, formidable. Donc bonjour à tous. Donc je vais essayer de présenter très rapidement le fruit d'un an de travail. Donc ça pourrait être un peu rapide justement, mais n'hésitez pas à poser des questions après ou après l'événement. Je voulais présenter un peu ce qui a été fait la première année, où on est arrivé, ce qu'on a cherché à faire et ce qu'on a accompli. Et ensuite, évidemment, donner un peu de perspective sur et maintenant, il va se passer quoi la deuxième année, et notamment sur les enjeux de territorialisation qui ont été évoqués et qui sont pour nous un des facteurs très très forts de l'année 2.
Et je tiens à mentionner que je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec ma collègue Anne-Claire, qui est donc moi je suis en charge du pôle impact au SGPE. Madame Claire est en charge du pôle territoire, justement, de l'IPE, et donc je redirigerai vers elle toutes les questions sur ce point. Voilà. Donc, la première année, vous aviez peut-être vu ce graphique qu'on a beaucoup utilisé en communication, ainsi de suite, qui essentiellement, ça vise à dire deux choses. La première, c'est que le mandat de la planification écologique et du SGPE, il est sur les 5 enjeux écologiques. Il est sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, mais aussi la biodiversité, aussi les questions de ressources, de protection des ressources naturelles, l'eau, les métaux, voilà, et les questions de santé et environnement. Et donc, il s'agit de considérer ces 5 dimensions ensemble, et pas l'une, et pas l'autre, plutôt que l'autre, ainsi de suite. Et l'autre message là, essentiellement, c'est que on a organisé ça, c'est une organisation très interne de comment on a découpé les sujets, parce qu'il faut bien un découpage pour prendre les sujets. Voilà, mais que tout ça est considéré ensemble. L'idée était de sujet par sujet, mettre tout le monde autour de la table, éviter les silos ministériels, éviter de dire, voilà, le chantier, je ne vais pas prendre au hasard, agriculture, et sinon ce n'est pas que le ministère de l'Agriculture. Évidemment, c'est le ministère de l'Agriculture qui est en charge, qui pilote la politique de l'agriculture en France, mais pour se mettre d'accord sur où on va, d'autres ministères peuvent avoir leur mot à dire. Et c'est vrai sur strictement tous les chantiers. Et donc on a des chantiers sectoriels et des chantiers transversaux, des questions, la différenciation territoriale, la question du financement, emploi, compétences, quoi. Des sujets qui évidemment apparaissent dans quasiment chaque chantier, mais qui méritent également un traitement transversal, ne serait-ce que pour des questions de bouclage. Par exemple, il n'y a qu'une loi de finances à la fin, donc on peut partout exprimer des besoins de financement, mais à un moment faire des arbitrages transversaux. Voilà. Donc ça, c'est la grille d'analyse avec laquelle on est parti au départ. Encore une fois, c'est une grille interne, elle n'est pas si importante que ça pour la suite, parce que dans la pratique, c'est pas forcément ce qui va être visible en termes de la sortie de nos travaux et de ce qu'on fait. Et on a pu évoluer et s'adapter aussi sur comment on aborde les sujets, ainsi de suite. En pratique, la planification énergétique, qu'est-ce qui va en sortir, qu'est-ce qui va être visible? Elle permet ou elle contribue à élaborer un certain nombre de choses. Par exemple, le plan eau, qui est sorti en début d'année, c'est un des exemples de choses. Le SGPE n'a pas du tout fait le plan eau tout seul, hein, très, très loin de là, mais on a coordonné les travaux et on a inclus ça dans la démarche de planification écologique pour avoir un plan eau vraiment interministériel, ainsi de partager. Les gros morceaux qui arrivent l'an prochain, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie et le plan national d'adaptation au changement climatique. Voilà, l'ensemble de tout ça, ce qu'on appelle la stratégie française énergie-climat. Bref. Donc ça, c'est 3 gros morceaux. Donc là, beaucoup des travaux de SGPE contribuent, permettent de faire prendre les arbitrages qui permettent du coup de rédiger la stratégie nationale bas carbone, par exemple. Et j'en dirai un peu plus. La stratégie nationale biodiversité aussi, qui a été mise en consultation récemment. Et voilà, et là aussi, c'est le SGPE a coordonné le travail. Et encore une fois, je ne cherche pas du tout à voler la vedette au ministère, voilà, le ministère de l'Environnement, la direction de l'eau et de la biodiversité, où il y a l'expertise sur tout ça, ou l'OFB, évidemment. Mais voilà, le SGPE joue son rôle de coordinateur. Mais également, il y a des grands bouts comme ça. Et également, tout un tas de stratégies. Alors, je ne vais pas lister, il y en a littéralement des dizaines, des centaines. La SNANC, on doit sortir bientôt une stratégie nationale alimentation, nutrition, climat. Bon, on voit bien, rien que dans le nom de la chose, que c'est quelque chose auquel va s'intéresser le SGPE. La stratégie nationale pour la mer et le littoral, pour prendre quelque chose d'un ordre totalement différent, et ainsi de suite. Et c'est vrai de dizaines et de dizaines de stratégies plans où le SGPE s'intéresse à la chose, sans chercher à prendre la vedette à quelconque, mais pour vérifier que c'est fait comme ça. Je veux dire quelques mots plus précisément sur le plan de décarbonation, parce que c'est ce qui a été le plus présenté. C'est sur quoi apporter l'essentiel de notre... ou bien 80% du travail de la première année ESGPE a été là-dessus. Et c'est ce qui en est souvent mis en avant quand on dit qu'on a un plan. Souvent, c'est en fait de ça qu'on parle notamment. Voilà, je l'ai mentionné avant qu'il y avait d'autres sujets. Le plan de décarbonation, la méthode SGPE sur ça, comme sur toute chose, elle est de vraiment partir sur des constats, être sur les données, être sur la science. On fait appel aux scientifiques les plus pointus si nécessaire, s'il y a un doute sur les chiffres, ainsi de suite. Voilà, donc là, la question, c'était comment on atteint nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre à horizon 2030 et 2050, objectifs qui sont des objectifs européens, donc on les connaît, il n'y a pas de débat à avoir quelque part, ils sont fixés maintenant. Ça, c'est la photo de nos émissions de gaz à effet de serre au départ, en 2021, donc les émissions par secteur, les émissions domestiques en France. Je ne parle pas des émissions importées, qu'on regarde évidemment aussi, mais qui n'apparaissent pas sur ce graphique. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, et donc le résultat, là c'est déjà un peu le résultat de tout ce travail, et donc je ne vais vraiment pas pouvoir vous présenter le contenu et le détail, mais le résultat, c'est de dire, OK, pour chacun des grands secteurs, quelle est la trajectoire? Donc entre 2022 et 2030, où on doit aller. Donc ça, c'est un peu le résultat. On a un objectif global qui est fixé, donc on va descendre nos émissions de gaz à effet de serre en millions de tonnes de CO2 équivalent
Vous voyez, on a une marche à franchir. Là, on a baissé entre 2019 et 2022. On a baissé depuis 90 également. Alors, essentiellement parce qu'on a désindustrialisé, donc c'est pas forcément une bonne manière de baisser, mais on a quand même baissé. On a baissé entre 2019 et 2022, mais on voit bien qu'il y a une marche quand même assez forte à franchir, qu'il faut accélérer la réduction. Et puis 2005, là, j'ai pas fait apparaître 2050, mais 2050, évidemment, c'est encore plus dur. Donc on a une marche, et comment on doit la répartir entre les secteurs à l'issue des analyses de ce qui est possible, ce qui est plus ou moins difficile, ainsi de suite. On a fait cette analyse-là, et pour être plus précis, voilà le résultat des travaux. On appelle ça en interne, nous, le Mondrian. Bon, voilà, vous l'appelez le Mériméco aussi, si vous voulez un nom un peu plus précis sur le type de graphique. On a décrit, et encore une fois, c'est la sortie des travaux, on décrit ces 160 mégatonnes de CO2 qu'il faut trouver, ces réductions d'émissions qu'il faut trouver. On a pu les décomposer par levier. Donc on espère, dans le plan, on considère qu'en rénovant les bâtiments résidentiels, on peut gagner 8 millions de tonnes de CO2. Qu'en supprimant les chaudières fuel dans le tertiaire, c'est 7 millions. Qu'en électrifiant les voitures, c'est 11 millions. Qu'en faisant du report modal de voyageurs, c'est 5 millions, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est l'élaboration du plan. Alors, un des aspects intéressants de ce plan, je vais présenter quelques aspects, mais un des aspects que je voulais mentionner, c'est que la quasi-intégralité des travaux qui mènent à ça sont publics. On met sur le site de GPE, on a mis en ligne des versions quasiment pas caviardées des documents de travail internes, de ce qu'il y a eu, ce que la Première ministre a vu, ce que les ministres ont vu, ce sur quoi elle va, avec toutes les hypothèses de détail. Vous trouvez des centaines de slides sur le logement, sur les déplacements, ainsi de suite. Donc du coup, on met ça en ligne avec l'idée de pouvoir être challengé par des experts qui nous disent là vous êtes trop optimiste, là ça va pas, là il y a d'autres options, ainsi de suite, pour pouvoir faire vivre et évoluer la réflexion aussi, parce que voilà, on ne peut pas prétendre d'avoir en un coup un plan parfait qui donne toutes les réponses. Si on regarde un peu, si on fait une analyse ex post de qu'est-ce qu'il y a dans ce plan, et donc encore, je ne rentre pas dans le détail du plan, je peux répondre à la question si vous voulez, on va essayer, mais beaucoup de choses sont en ligne. Si on entre dans les détails de qu'est-ce qu'il y a dans le plan, on se rend compte de quelque chose d'assez intéressant, qu'au final, le plan repose beaucoup sur des solutions qu'on a, des solutions techniques qu'on a déjà, où c'est une question de déploiement. Il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau, on sait faire, il faut déployer, donc il y a une question de moyens, il y a une question de... Voilà, à 63%. Il repose sur à peu près 20% sur des changements de comportement. Alors ça, c'est possiblement le plus dur. Et à un peu moins de 20% sur des innovations. Voilà, donc c'est pour donner une idée de... On n'exclut pas l'innovation, bien sûr, mais ça ne reste qu'une petite partie de la solution du plan. Beaucoup de choses, c'est de déployer des choses qu'on sait faire, en réalité. Une autre chose que je voulais présenter sur ce plan, alors toutes ces choses-là ne sont pas forcément publiques, hein, je tiens à préciser, c'est est-ce que ce plan il est vraiment sécurisé? C'est-à-dire qu'on est sûr d'atteindre nos objectifs. La réponse, c'est quand on décompose dans ce plan les mesures qui sont déjà arbitrées, déjà en cours, déjà lancées, voilà, qui en cours de déploiement, c'est à peu près 45% des efforts nécessaires. À peu près 55% des efforts nécessaires ne sont pas encore en cours de déploiement. Et là-dedans, il y a une grosse partie de mesures qui sont en cours de concertation, d'affinage, mais dont, voilà, qui vont se faire a priori. Et il y a 15%. 15% qui n'est pas encore sécurisé. 15%, ça n'est pas encore sécurisé, ça veut dire quoi? C'est notamment quand on dit sur les transports, bon, on peut électrifier, on peut faire du fonctionnement, on peut améliorer ça, mais il faut aussi de la sobriété de transport. Il faut aussi que les gens se déplacent un peu moins. Et on n'a pas encore de mesures pour se rassurer sur le fait que ça va arriver. Donc c'est encore du wishful thinking. Ok. Voilà, mais je vais dire c'est ça, de dire que le plan est sécurisé en large partie, mais il y a encore des points où en gros on a les boîtes que j'ai montrées tout à l'heure et on n'a pas forcément les mesures derrière encore. On dit bon ça il va falloir trouver des idées, on sait pas encore vraiment faire ça, voilà. Mais on est quand même en bonne voie pour un premier jet. Voilà, donc je vais aller vite sur le financement. Vous avez entendu parler de l'annonce des 7 milliards. Il y a toute une annonce, tout un travail énorme. Il y a une équipe, il y a 2 personnes dédiées au financement au SGPE. Hein, c'est le seul sujet, une équipe de 2 personnes. Et il y a eu beaucoup de travail sur les questions, les rapports, Jean Pisani-Ferry, Selma Mahfouz, ainsi de suite. Au final, dans le budget de l'État, a été annoncé qu'il y aurait une marge de 7 milliards de crédits supplémentaires dès 2024, qui est dans nos travaux, qui est ce qu'il fallait, donc c'est la marge qu'on demandait. On a fait un travail sur les perspectives pluriannuelles. Alors, je ne vais pas en dire plus que ce qui a été dit publiquement, c'est-à-dire rien. Mais voilà, sachez qu'évidemment, on n'a pas regardé que 2024, on a des trajectoires derrière. Voilà. Donc ça, c'est l'essentiel de ce qu'on a fait la première année. Et la deuxième année, donc voilà,
Pour nous, on passe à un temps un peu deux. La première année, il fallait déjà réussir à mobiliser un peu l'intermédiaire, expliquer pourquoi il fallait qu'ils travaillent avec nous, c'est quoi le GPE, comment ça va marcher, ainsi de suite. Et puis, il fallait définir un premier plan, la décarbonation, la biodiversité et l'eau notamment, aussi avec les financements qui vont avec. En deuxième année, d'une part, évidemment, il va falloir approfondir le plan. Comme je disais, il y a encore un bout de chemin à parcourir, il y a des choses à affiner, il y a voilà, on va apprendre en marchant, il y aura toujours des choses. Mais aussi et surtout, il y a ce qu'on appelle le déploiement. Il y a un gros bout de déploiement. C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on a en gros un plan un peu national, il va falloir décliner ça. Ça veut dire quoi pour les filières, pour les secteurs? C'est-à-dire quoi pour les territoires? C'est-à-dire quoi pour les ménages? C'est-à-dire quoi pour l'État lui-même? Donc, tout un travail sur l'État exemplaire qui est déjà très, très avancé. Et puis, il y a d'autres questions également. En fait, toutes les questions qu'on avait en tête dès le départ de la création du GPE, mais qu'on a priorisé ça la première année. Je rappelle qu'on était vraiment pas très nombreux par ailleurs. On était 6 au début au GPE. Maintenant, à la fin de l'année, on était 15 et là, on est en train de passer à 25 pour donner un ordre de grandeur. Mais voilà, on a priorisé ça. Mais la question de redevabilité, de formation, sensibilisation et les questions aussi d'outils numériques et données. Je vais juste dire un mot sur les deux que j'ai entourés en rouge. La redevabilité, pour dire que c'est quelque chose d'important et pour nous aussi de nouveau, c'est de mettre en ligne, d'une part, mettre en ligne les travaux, c'est une chose, mais également mettre en ligne les résultats. Et on a publié avant l'été un premier tableau de bord et on est en train de l'élargir pour voilà, où l'idée c'est de mettre en ligne des indicateurs, des choses pour dire sujet par sujet, regardez où on était en 2019, où on est aujourd'hui, où on veut être en 2030. Et voilà, et puis les gens pourront se donner une idée et de mettre en ligne sans phare certaines trajectoires où on peut dire allez, ça avance bien, d'autres on dit ah là on n'est pas sur la bonne trajectoire. Voilà, on a mis en ligne une soixantaine déjà, et on devra en mettre 150 d'ici 2 mois. Voilà, donc il y a une démarche de redevabilité vis-à-vis des acteurs du public, ainsi de suite. Et enfin, la territorialisation, pour nous, c'est voilà, et je terminerai là-dessus. Mais pour nous, c'est pratiquement le sujet principal de cette deuxième année. La question des territoires. Alors encore une fois, ma collègue en charge de cette démarche est ici, donc sera plus à même de répondre à des questions. OSGPE, bien sûr, effectivement, au SGPE, il y a beaucoup de gens comme moi, c'est-à-dire des technocrates parisiens voilà, qui n'ont pas forcément une très bonne connaissance et qui pensent souvent tout savoir. Mais quand même, je vous rassure, on a très très en clair en tête depuis le départ que c'est bien beau les plans qu'on fait dans le 7e arrondissement à Paris. Dans la vraie vie, la transition, ça se passe dans les territoires, ça se passe sur le terrain, ça se passe avec les gens, avec les acteurs. Et les collectivités locales ont un rôle énorme, pas qu'elles, il y a des tas d'autres acteurs locaux, bien sûr, un rôle énorme. Et donc l'idée, et c'est ma dernière diapositive, je crois, l'idée voilà, il y a une démarche, ma collègue pourrait vous en dire plus, d'une méthode de co-construction entre les collectivités, de dire voilà, on a un plan national. On peut, nous, au niveau national, essayer de projeter ça un peu à l'échelle d'un territoire, voir ce que ça donne. Mais ça, ensuite, évidemment, c'est qu'un exercice théorique, techno. Confronter ça à la réalité. C'est quoi la réalité du territoire? C'est quoi la situation? C'est quoi les plans? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui peut être fait? Ainsi de suite. Par le dialogue, par la co-construction, et essayer de se mettre d'accord ensemble pour un territoire, voilà quels peuvent être les objectifs, voilà quel peut être le chemin, et voilà le rôle que chacun a à jouer là-dedans. Le rôle de l'État, le rôle des collectivités, le rôle des entreprises, le rôle des citoyens, ainsi de suite. Voilà, avec différents outils. Et